Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. En ce vendredi, vous êtes dans Dev Café, l'émission qui vous résume toute l'actualité autour du développement mobile et en une dizaine de minutes. Et avant qu'on regarde ces actualités, je vais me transformer pendant quelques instants en Monsieur Météo, en tout cas quelque chose qui y ressemble, puisque j'ai une bonne nouvelle pour vous, à savoir que ce week-end, il y a le changement d'heure et ça va vous permettre de dormir 1 heure en plus entre samedi et dimanche. Mais rassurez-vous, je vais m'arrêter là sur l'aspect Monsieur Météo, et on va plutôt regarder ensemble les actualités du jour. Mais n'oubliez pas le petit like et l'abonnement avant, comme d'habitude. Allez, on enchaîne. Apple comme Google organise chaque année des conférences pour les développeurs et on a aussi vu que par exemple Samsung ou Huawei en organisaient également de leur côté et ça leur permet de mettre en avant leur propre système d'exploitation, donc par exemple Tizen OS pour Samsung ou encore Harmony OS pour Huawei. Et là ce que l'on apprend c'est que la marque Vivo va organiser également sa propre conférence, mais cette fois-ci pour Origin OS et c'est en gros leur version d'Android qu'ils utilisent à la fois sur leur téléphone, mais aussi sur ceux de la marque Ico, alors ça je connaissais pas par contre. Alors c'est prévu pour les 8 et 9 novembre, mais par contre c'est uniquement en Chine, donc ne comptez pas lire le contenu ensuite parce que vous allez rien comprendre. Et c'est intéressant de voir cette tendance où finalement les constructeurs font leur propre conférence. Alors est-ce qu'on aura des conférences Xiaomi ou Redmi dans les années à venir? Bien peut-être. Toujours en parlant de conférences, il y a en ce moment la DroidCon qui se déroule à Londres, et vous le savez, généralement c'est toujours l'occasion pour recevoir des tas de goodies plus ou moins utiles. Et généralement les t-shirts nous font plaisir, mais par contre tout ce qui est frisbee, stylo et autre chose dans tous les sens, bon, peut-être que c'est pas toujours très utile. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'au Firebase Summit, la tendance était quand même à nous en donner beaucoup moins, parce que voilà, au Firebase Summit, il y a eu uniquement un t-shirt, finalement c'était totalement correct. Et à la DroidCon, ils ont trouvé une super idée, je trouve, à savoir proposer des chaussettes, mais plutôt que de les donner, il faut les acheter, et l'ensemble des bénéfices vont à des œuvres de charité. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne initiative. Et d'ailleurs, c'est la question du jour où je vous demande ce que vous faites des objets que vous recevez pendant les conférences. Est-ce que vous vous en servez? Ou au contraire, est-ce que vous les laissez au fond d'un tiroir? Ou pire, est-ce que vous les mettez directement à la poubelle? Je vous propose d'y répondre comme d'habitude dans la partie communauté, et si vous ne trouvez pas le lien, rassurez-vous, il est en commentaire épinglé. Sur un tout autre sujet, pour vous comme moi, TikTok c'est un réseau social. Oui, mais peut-être bientôt plus selon des infos du Financial Times, parce qu'il existe dans la version chinoise à l'heure actuelle un onglet dédié aux jeux, et en parallèle, il y a un partenariat qui avait été noué il y a quelques mois entre Zynga et donc TikTok pour fournir des jeux en HTML5 directement dans l'application. Et selon les informations du Financial Times, les ambitions de TikTok seraient bien plus grandes, notamment appuyées par le fait qu'ils ont embauché le mois dernier un ancien d'Intel, et son titre est relativement clair, à savoir Head of Global Gaming. Et toujours d'après le Financial Times, dès la semaine prochaine, le réseau social devrait nous en dire plus avec l'arrivée d'un onglet dédié aux jeux directement dans leurs applications. Alors les jeux seraient totalement gratuits mais suivraient le mode du freemium, à savoir des publicités et la possibilité d'acheter du contenu supplémentaire. Et le Financial Times ajoute que Electronic Arts 2K ou encore NetEase, qui sont des grands dans le domaine du jeu vidéo, devraient participer à une annonce qui est prévue pour le 2 novembre prochain. Alors on voit ici très clairement que TikTok rejoint les pas de Netflix et qui investissent énormément dans le domaine du jeu vidéo. Et ça paraît assez logique car il y a énormément d'argent à se faire là-dessus. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que d'une certaine manière, ça permet de contourner le Google Play et l'App Store. Et comme on a pu le voir tout au long de cette semaine, il y a quand même beaucoup de critiques sur ces boutiques d'applications. Donc peut-être que dans les mois et années à venir, on aura une sorte de boutique à l'intérieur des applications qui elles-mêmes auraient été téléchargées dans d'autres boutiques. Bref, ça fait un peu compliqué, mais voilà, peut-être que c'est le futur qui est en train de se dessiner. En tout cas, on en saura plus. Donc le 2 novembre, c'est mercredi prochain. Allez, sans aucune transition, on enchaîne avec les actualités en bref. OVH l'avait annoncé il y a plusieurs semaines de cela, les tarifs de leurs services vont augmenter. Nous avons désormais le détail des hausses qui concernent les hébergements, les bases de données et certaines options et qui prendront effet le 1er décembre. En 98, Lego lançait sa gamme Mindstorms pour transformer les Lego en robots programmables et qui était alors une belle manière d'éduquer les enfants aux bases de la programmation. Après presque 25 années d'existence, le groupe Lego a finalement annoncé la fin de cette gamme d'ici à la fin de l'année. La marque préfère se réorienter vers les programmes Lego Education et Build & Code Experiences. Ne jetez pas pour autant vos Lego Mindstorms, puisque des mises à jour sont encore prévues pendant 2 ans. PalmOS n'existe plus malheureusement, mais il connaît tout de même une seconde vie dans les télévisions de LG via WebOS. Les Palms ont connu un véritable engouement dans les années 2000 et à l'époque des gros éditeurs de jeux, et notamment Sega, y investissaient du temps et de l'argent.
Malheureusement, comme toute plateforme numérique, une fois fermée, les applications et jeux ne sont plus accessibles et ne peuvent plus faire l'objet d'archivage. Pourtant, 2 jeux de Sega viennent d'être récupérés et sont désormais jouables sur un émulateur. Si vous avez un Mac, la version Ventura est disponible depuis le début de la semaine. Pour chaque nouvelle version majeure d'OS chez Apple, la recommandation est toujours d'attendre avant de franchir le pas. Et il semblerait que cette affirmation se confirme pour Ventura, d'autant qu'il s'agit d'un problème de sécurité. En effet, si vous utilisez une solution de sécurité contre les malwares ou virus, il s'occupe de scanner régulièrement le disque pour vérifier s'il n'y a pas de faille. Il faut pour cela donner la permission pour lire l'intégralité du disque, mais en voulant patcher une autre faille, les ingénieurs d'Apple ont fait un peu trop de zèle puisque cet accès ne marche plus comme il le devrait. Un correctif sera publié prochainement par Apple, mais en attendant, la solution de contournement consiste à désactiver, puis à réactiver la permission. Et enfin, Huawei est toujours impacté par les sanctions américaines et a vu son chiffre d'affaires baisser sur les premiers mois de l'année. La société continue pourtant de sortir des téléphones et notamment une version pliable façon Galaxy Z Flip. Sous le nom de Pocket S, il sortira en novembre uniquement en Chine. On continue et je ne sais pas si vous connaissez l'application qui s'appelle Swift Playground, mais c'est une application qui est disponible autant sur les iPads que sur les Mac et elle est faite par Apple. Et si on va sur le site d'Apple, ils la décrivent comme une app, je cite, révolutionnaire. Bon, à mon avis, ils en feront un tout petit peu, mais bon, ça c'est comme d'habitude, vous me direz. D'une manière générale, et comme son nom l'indique, elle permet d'apprendre à coder de manière ludique, et ça peut se faire à travers soit des énigmes ou des puzzles, ou alors puzzle, je sais pas comment on dit chez vous, n'hésitez pas à dire dans les commentaires d'ailleurs. Et elle va vous permettre de coder ensuite, pour ensuite faire soit des exports vers Xcode, ou encore la publier sur l'App Store. Mais honnêtement, moi j'ai jamais vu d'application comme ça sur l'App Store en tout cas. Quoi qu'il en soit, l'information ici c'est que la version 4.2 vient tout juste de sortir et il y a 2 nouveaux cours qui sont disponibles. Alors le premier permet de coder un jeu de type pierre-feuille-ciseaux et grâce à un algorithme d'IA ça va permettre de reconnaître la main. Et le second sur, je cite, découvrir comment contrôler la dimension et la position des vues en créant leur propre app de journalisation. Alors bon, je vous avoue que je comprends pas grand chose, mais bon. Alors profitez-en d'autant que tout ça est gratuit, donc soit pour vous, soit éventuellement auprès d'enfants que vous connaissez. Alors je vais vous parler d'un outil qui n'est pas forcément nouveau, mais qui je pense va quand même vous être utile, et vous connaissez très probablement les bases de données de type temps réel comme Firebase, mais le problème c'est que l'aspect temps réel ne marche que s'il y a une connexion internet. Alors certes, il existe un mode hors ligne pour envoyer les données une fois qu'on retrouve la connexion, mais pendant cette période de temps, finalement, tout l'aspect temps réel, on perd complètement son intérêt. Et c'est justement là où l'outil que je vous présente, à savoir Ditto, est particulièrement innovant, puisqu'il va vous permettre non seulement de se servir de la connexion Internet, mais aussi du Wi-Fi et du Bluetooth pour faire de la communication peer-to-peer une fois qu'il n'y a plus le réseau Internet. Alors bien évidemment, ça ne marche qu'en local et potentiellement sur des objets connectés, mais en tout cas, ça permet de continuer la communication pendant ce temps-là. Et dans leur application de démo, vous pouvez voir que les 2 téléphones continuent de communiquer, et d'ailleurs même que ce soit Android d'un côté et iOS, peu importe. Alors pour le moment, il existe des SDK pour Android, iOS, .NET, Flutter et encore les navigateurs. Alors sur la partie pricing, ils indiquent que c'est gratuit, mais pour un temps limité. Alors bon, c'est relativement flou d'une manière générale. Et si je peux, vous ferai d'ailleurs une petite vidéo dans les prochains jours pour justement vous montrer à quel point ça marche très bien, et même d'une certaine manière, c'est un peu novateur. Et enfin, on va s'intéresser à un sujet plutôt inhabituel, à savoir les smartphones en Corée du Nord, et dans un pays aussi verrouillé, on imagine assez bien que la censure est au cœur du système. Et dans un article publié par Android Police il y a quelques jours, on en apprend que ce n'est que depuis 2008 qu'il y a des téléphones 3G qui sont autorisés dans le pays, et il existe un opérateur qui s'appelle Koryolink. Depuis 2016, Huawei ne maintient plus l'aspect infrastructure, mais l'opérateur Koryolink existe toujours et permet essentiellement d'accéder à l'intranet local. Toutefois, certains personnels diplomatiques ont accès au vrai Internet. Mais pour ce qui est des visiteurs, ils ont donc la possibilité d'accéder à l'intranet, et là-dessus, les tarifs sont relativement excessifs, à savoir 285 $ uniquement pour acquérir une carte SIM, et ensuite c'est 23 $ pour 50 mégas de 3G, donc autant dire que ça va être très cher. Pour ce qui est du Wi-Fi, il y avait en 2020 uniquement 3 hotspots dans tout le pays, et juste pour que vous puissiez comparer, la superficie de la Corée du Nord c'est environ de 120 000 m², c'est-à-dire beaucoup plus que la Hongrie ou le Portugal. Et ensuite, vous allez peut-être vous demander quel téléphone ils utilisent. Alors, l'opérateur local Koryolink a son propre téléphone, mais ce n'est en réalité pas produit localement. En gros, c'est rebrandé sur un téléphone chinois. Et le tout premier, il utilisait Android 4. Ensuite, d'autres modèles se sont succédés. Et le dernier modèle date de 2018 et tourne sur Android 7. Et outre les téléphones de l'opérateur, il y a notamment une marque qui s'appelle Jindal Lae. Et ça a été conçu selon le mode coréen. Alors bon, qu'est-ce que ça veut dire? Difficile de savoir.
En tout cas, ils ont un modèle 6 qui est sorti en 2020 et qui utilise cette fois-ci Android 8. Alors sans rentrer dans les autres détails des autres marques qui existent, je ne vais pas m'aventurer à prononcer leur nom, mais il y a encore plein d'autres modèles qui sont disponibles. Et ensuite, qu'en est-il des applications? Eh bien, ce sont essentiellement des applications qui sont préinstallées et qui ne sont pas forcément mondialement connues. À la place, on a des dictionnaires et divers outils de propagande, et il y a même quelques clones comme ceux d'Angry Birds par exemple. Et finalement, si on résume le marché nord-coréen, ça ressemble énormément à celui d'un pays émergent d'il y a quelques années, avec une connectivité toujours limitée avec de la 3G et des tarifs excessifs, mais surtout des contenus fortement verrouillés. Juste avant de conclure, et sans aucune transition possible, on s'intéresse au sondage de mercredi sur l'outil d'hébergement que vous utilisez dans vos projets principalement, et comme les chiffres de GitHub le montrent très clairement, c'est d'ailleurs GitHub qui reçoit très clairement vos faveurs. GitLab arrive en seconde position, suivi de très loin par Bitbucket et les autres solutions auto-hébergées. N'oubliez d'ailleurs pas d'aller voter pour le sondage du jour dont le sujet est clairement beaucoup plus léger, à savoir sur les goodies qu'on donne dans les conférences. Allez, c'est déjà l'heure de se quitter, reposez-vous bien pendant ce week-end qui fera 1 heure de plus. Si en tout cas cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un petit like et pourquoi pas à ne pas la partager autour de vous. En tout cas, je vous souhaite un excellent vendredi et je vous dis rendez-vous lundi, même heure et même endroit.